L'histoire de la gauche française commence avec la guerre franco-prussienne de 1870. Avec la défaite rapide de la France, les Parisiens ne voulaient pas accepter la défaite. Après avoir enduré un siège de plusieurs mois, les Parisiens ont commencé des manifestations contre le gouvernement. Mais lors de la réédition de 160 000 soldats parvenant à Paris, des militants révolutionnaires appelèrent à la démission des personnalités clés du pouvoir. Paris était au bord de la famine. Tandis que le gouvernement français négociait une capitulation, l'agitation antigouvernementale s'intensifiait, mais on ne pouvait pas encore parler de révolution. À ce moment-là, après la fin de la guerre, la population parisienne n'acceptait pas la défaite. Les révolutionnaires ont vite pris le contrôle de la commune, mais malheureusement pour les révolutionnaires, cela n'aura duré que quelques mois. L'ordre aura été rétabli par la toute jeune Troisième République. Même si la commune de Paris aura eu une vie courte, elle fut accueillie avec enthousiasme par de nombreux membres de la gauche. Pour sa mise en place efficace, ses idées socialistes allaient influencer des personnalités telles que Karl Marx et Friedrich Engels. Quelques années plus tard, Karl Marx va écrire un pamphlet intitulé « La guerre civile en France », qui parlera de l'éphémère commune de Paris, et la façon dont elle a servi de modèle pour la future insurrection révolutionnaire et de moyen d'émancipation pour le prolétariat. Marx considérait la prise d'armes des Parisiens comme un exemple de ses idéaux révolutionnaires. Mais cela l'a aussi conduit à une conclusion que la classe ouvrière ne peut simplement prendre le pouvoir avec les fonctions existantes, mais qu'elle doit tout reconstruire de zéro. Après la Commune de Paris, la répression sur le socialisme français a paralysé la gauche pendant des années. En plus de cela, le factionnalisme s'est créé dans la gauche avec le marxisme de Jules Guesde et son parti ouvrier français, et les syndicats français encouragés par le petit succès de Ferdinand Palloutier avec sa propre fédération des bourses du travail. Alors que le SPD en Allemagne et des syndicats se développaient en Grande-Bretagne, les discours syndicalistes se sont fait rapidement dépasser par de nouveaux militants anarchistes. Après les répressifs de 1894, des lois de scélérat ont été promulguées. L'année suivante, la CGT désavouait toute activité politique. Cet engagement s'étant renforcé par l'accord et la signature de la charte d'Amiens en 1906, affirmant la domination des tendances anarcho-syndicalistes au sein de la CGT avec son vice-secrétaire Émile Pouguet. Aidé par des alliés révolutionnaires tels que Jules Guesde et les sociaux-démocrates de Jean Jaurès au sein de la section française de l'Internationale ouvrière, cette gauche a réussi à s'allier avec l'affaire Dreyfus. Grâce à cela, la gauche était devenue de plus en plus importante. Quelques mois plus tard, la Weltkrieg a commencé. Avec cet événement, Jean Jaurès, qui était un pacifiste, a été assassiné par un militant nationaliste 4 jours avant l'entrée en guerre de la France. Léon Jouot, le successeur de Jaurès, a abandonné ses principes et a accepté de rejoindre l'Union sacrée. Avec le déclenchement de la guerre, la plupart des autres dirigeants de la SFIO ont rejoint l'Union sacrée. Au printemps 1919, une grande offensive allemande avait réussi à percer la ligne de front, près d'Amiens. Même si cela aurait été vite stabilisé par des contre-offensives efficaces, les forces françaises, bien qu'à bout de souffle, leur morale n'a jamais été aussi bas. Bien que les protestations ont été désarmées grâce aux efforts du général Philippe Pétain, malgré cela, des comportements de mutinerie se propageaient de manière incontrôlable. Une grande partie des soldats français étaient prêts à tenir la ligne, mais pas à faire une offensive vouée à l'échec. En plus de cela, une grande partie des ressources et industries françaises étaient passées aux mains des Allemands. La machine de guerre française était affaiblie, mais pas seulement avec la perte de ressources, aussi avec la répression sévère du gouvernement avec les grévistes. Avec tous ces troubles, avec la pression croissante des Alliés et au déclenchement de la révolution italienne dans le sud-est, le gouvernement français a accepté une armistice avec une puissance centrale le 12 août. Parallèlement à l'armistice, un ultimatum de 3 mois pour mettre fin à la guerre a été mis en place. Si celui-ci n'avait pas été respecté, les hostilités entre Français et Allemands reprendraient. Dans l'espoir d'atténuer la détérioration des conditions des travailleurs, la CGT a déclaré la grève générale peu de temps après les mutineries des soldats français pour protester contre les dirigeants militaires et leurs appels à de nouvelles contre-offensives. Les revendications de la CGT étaient la fin de la guerre, fin de la direction actuelle et que la direction bourgeoise démissionne, et de donner le pouvoir à l'aile exécutive de la CGT, qui est la Commission de salut public et son chef, Émile Pouguet. Malheureusement pour la gauche, la grève a échoué, car il était
incapable de prendre le pouvoir avant la chute de Paris, aux mains du général Oskar von Hütty. La prise de Paris par les Allemands était devenue possible avec les troubles provoqués par les luttes intestines. Avec la chute de Paris, la grève générale et nationale est devenue vite violente. Alors que les unionistes cherchaient désespérément à mettre fin à la guerre, avant que les Allemands soient en mesure d'occuper le pays, les escarmouches avec la police se sont transformées en émeutes. Dans une grande partie du pays, le gouvernement a été contraint de démissionner. Cela marquait la transition entre la Troisième et la Quatrième République. La période transitoire a été caractérisée par une structure de pouvoir dualiste semblable à celle de la Russie de 1917. Le gouvernement provisoire d'un côté et de l'autre la CGT qui revendiquait un droit légitime au pouvoir via leur système de conseils locaux et leur structure syndicale. Cette situation incertaine perdura tout le long de l'été 1919, mais les choses atteignaient leur paroxysme au début de l'automne, lorsque le gouvernement provisoire tenta de désarmer et de démobiliser l'armée française après une trêve avec l'Allemagne. Craignant que le gouvernement ne tente d'étouffer la révolution, l'armée soutenant largement la gauche. Le Parti socialiste a commencé à boycotter le Parlement et s'est déclaré allié de la CGT, suivi par la suite par un certain nombre de libéraux les plus radicaux. Suite à cette décision, les jacobins bolcheviques déclarent le gouvernement provisoire ennemi du prolétariat, encourageant les membres du parti à entamer une politique d'agitation en faveur d'une grande purge de la France. Pour détruire ces ennemis de classe, inspirés par Lénine et ses révolutionnaires, et le déclenchement de la guerre civile russe. Des ouvriers et des militaires favorables à la cause jacobine ont commencé à attaquer et piller les biens de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie, s'emparant des terres. Bien qu'elle ait voulu mettre un terme à cette politique, la CGT n'a pu empêcher les jacobins de mener leur attaque, ni empêcher une escalade de la crise. Alors que le gouvernement provisoire se rassemblait, les forces de réaction ont répondu par la force et tenté une contre-révolution. Ne voulant pas voir la révolution mourir et désireuse en même temps de limiter l'influence des jacobins, la CGT n'a eu d'autre choix que de déclarer la guerre au gouvernement provisoire et aux forces de la contre-révolution, et de tenter de prendre le contrôle de la révolution et du pays entier. Prenant le contrôle de Paris, il conclut formellement la paix avec l'Allemagne à l'hiver 1919. Acceptant l'annexion du reste de la Lorraine, la légitimité du nouvel État de Flandre-Wallonie, et acceptant de payer de lourdes charges de réparation. Après la conclusion de la trêve avec les Allemands, la CGT a commencé à élaborer une nouvelle structure constitutionnelle avec les socialistes, jacobins, anarchistes et les libéraux radicaux, et tenter d'empêcher ou de limiter la chasse à la bourgeoisie des jacobins. Alors que la Révolution française touchait à sa fin, la Suisse occupa la Haute-Savoie avant que les forces communautaires ne puissent prendre le contrôle de la province. Lorsque la nouvelle parvient à Paris, le gouvernement provisoire fut indigné, mais comme la Suisse était soutenue par l'Allemagne, la France ne pouvait que accepter l'annexion comme légitime. À peu près à la même période et peu de temps après la chute de Marseille et de Nice, aux mains de la Révolution, les forces communistes radicales occupaient la petite principauté de Monaco. Depuis 1920, elle est occupée par le gouvernement syndicaliste. La CGT se sont bien montrés incapables de contrer l'image des Jacobins en tant que membres à part entière de la Révolution, mais ils ont pu limiter largement leur participation à l'organisation de la configuration constitutionnelle du nouvel État, en voulant à ce que les dirigeants jacobins soient souvent impliqués dans la conduite de la guerre. La CGT a pu cultiver et protéger sa propre image de dirigeant politique légitime de la Révolution.